Mesdames et messieurs, préparez-vous à assister aux conséquences de la guérison mentale de Carlito. Bon, je sais, pour l'instant c'est pas glorieux, mais rappelez-vous... Putain, faut que j'arrête de boire. Après s'être dit que putain il faudrait arrêter de boire, Carlito se dirige vers la salle de bain dans l'espoir d'y trouver quelques cachets. C'est ici que notre aventure commence. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Rosberg. Carlito, tu m'entends? Carlito! Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est une longue histoire, t'étais dans les vapes. J'ai décidé d'aller chercher des plantes médicinales. Tiens, avale ça, ça ralentira la progression du virus. Et ça, c'est pour quoi faire? Ça fait 3 jours qu'on est là, Karl, on n'a plus de nourriture, faut chasser. Putain, mais t'es le dernier des cons! Déjà que tu me traînes jusqu'ici pour me faire bouffer des racines, en plus c'est même pas foutu de faire un sandwich. J'en ai fait, mais je les ai tous bouffés, désolé. Oh, attention, chut! Voilà des ours. Des ours? Qu'est-ce que vous faites ici? Des ours? Bah non mais bon, attendez, c'est une longue histoire quand même. Oui, non mais Tout a commencé avec ce film. faites voir. Vous en pensez quoi, docteur? Bah écoute. Alors L'Ours est un film sorti en 1988 et réalisé par Jean-Jacques Hano, que vous connaissez sûrement pour Les Deux Frères, Le Nom de la Rose, La Guerre du Feu, Stalingrad ou encore plus récemment Le Dernier Loup. L'Ours est son 5e long métrage et pas besoin de vous dire qu'on est en face d'un réalisateur français star, qui a déjà pu se payer Ron Perlman, Sean Connery ou encore Tchéky Karyo dans ses castings. Pas besoin non plus d'études approfondies pour constater que cet homme aime les animaux. L'Ours met en scène des ours déjà, des ours grizzly, 2 en fait, un ourson et un mâle adulte qui prend le petit sous son aile après la mort de sa mère. Ils sont traqués par 2 chasseurs dont l'histoire est suivie en parallèle à celle des ours. Le film est une adaptation de The Grizzly King de James Oliver Curwood et le moins qu'on puisse dire c'est que le projet fut monstrueux. 109 jours de tournage, ce qui n'inclut même pas les 4 ans durant lesquels les ours furent dressés. Tout ceci fut récompensé par le César du meilleur réalisateur et du meilleur montage, en plus de quelques 9 millions d'entrées. Succès sympa donc. Oui, non mais j'ai vu le film. Non mais c'est pas à vous que je parle. Mais Soyons honnêtes, et comme vous avez pu le constater au début de la séance, ce film m'a traumatisé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce film joue beaucoup avec nos émotions. Le long métrage nous fait passer par tous les états possibles et imaginables. Des moments de joie, de tristesse et de tension. Mais je pense pas que ce sont ces moments en particulier qui m'ont marqué. Bien sûr que la mort de la mère c'est marquant, on lâche tous une petite larmichette, un peu comme devant Bambi. Non, là où Jean-Jacques Hano était très fort, c'est d'avoir su jouer avec notre empathie pour les animaux. Une grande part du film nous est montrée du point de vue de ces derniers. On finit inévitablement par ressentir les émotions des ours et surtout s'identifier à eux. Et par corollaire, on devient complètement apathique face au personnage interprété par notre cher ami Tchéky Karyo. Ce chasseur qui ne recule devant rien pour tuer ou capturer les ours. Tout le long du film, il y a un paradoxe entre l'attachement que porte cet homme pour ses chiens et la haine qu'il semble vouer aux grizzlies. Et encore une fois, Jean-Jacques Hano, ce génie, renverse complètement ce jeu d'empathie en montrant Tom, le chasseur, qui est presque effondré lorsque ses chiens sont blessés ou morts. Et par la même occasion, j'étais aussi effondré que lui pour ses pauvres petits chiens.
On s'aperçoit alors que ce personnage n'est pas fondamentalement mauvais, mais qu'il est attaché à des chimères. Dès lors que les animaux se soumettent à lui, Tom est gentil avec eux. Si par contre un animal tente de lui résister, il devient alors ce type presque cruel et mauvais. C'est un homme en éternelle adversité avec ceux qui lui résistent, un peu à la manière du capitaine Ahab dans Moby Dick. River. Quoi? Dick River? Riverside. Side Vicious. Ouzbékistan. Vous dites? Ouzbékistan. C'est non. Emmanuel, vous êtes cinéphile, alors Larousse vous propose le dictionnaire Hitchcock, consacré au maître du suspense, le Larousse du cinéma et les 100 plus beaux dialogues qui ont marqué l'histoire du 7e art. L'ours est intéressant car il va nous permettre de nous pencher sur la question suivante, comment qu'on fait pour construire un personnage au cinéma? Le fait d'avoir pris des animaux comme personnages principaux permet au film de souligner le processus de construction et d'identification d'un personnage. Le film suit un schéma à la fois typique et atypique dans son écriture. Atypique d'une part parce que les protagonistes sont des ours et du coup ils font des trucs d'ours, comme chasser, pêcher, se lécher ou encore plein d'autres trucs qui normalement n'apparaîtraient pas dans les processus de construction d'un personnage lambda, encore que... J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Et le film suit aussi un schéma typique, parce qu'il reprend des codes d'écriture et des structures narratives basiques au cinéma. D'abord, la perte d'un être aimé et ou protecteur qui forcera le personnage à se confronter au monde réel. Monde réel dans lequel il trouvera un mentor qui fera office de figure paternelle et qui lui apprendra comment survivre dans cet environnement. Ce personnage sera d'ailleurs d'abord réfractaire au contact avec l'ourson, puis ira jusqu'à se sacrifier pour lui sauver la vie. Tout ceci est appuyé par le processus d'identification que le film met en place. Le réalisateur, dans cette optique, va adorer jouer avec nos peurs d'enfant. Les séquences de rêve montrent que l'ourson cauchemarde à cause de grenouilles qu'il associe au premier jour qu'il a dû passer après la mort de sa mère, sans que celle-ci soit là pour veiller sur lui. Dans de nombreux choix ou problèmes auxquels l'ourson va être confronté, on retrouve un rappel aux peurs infantiles par rapport au statut parental, avec ici la perte d'une mère et plus tard l'abandon d'un père. Ah ouais. Ouais, ça explique pas mal de choses. Surtout que moi, mes parents... Des parents. Vous avez des parents? Bah oui, comme tout le monde. Mais vous m'aviez pas dit que vous aviez des parents. Mais qu'est-ce que ça change de toute façon? Mais ça change tout, enfin. Bon. Reprenons depuis le début. Est-ce que vos parents vous touchent? Parlons un peu de mise en scène. Elle joue un rôle plus que jamais déterminant dans le ressenti et les émotions que nous procure le film. Elle crée une ambiance qui, sous plusieurs points, peut nous paraître déstabilisante. D'abord, et je ne sais pas du tout si c'est lié au fait qu'il a enchaîné les deux tournages, on retrouve de nombreuses réminiscences du nom de la rose au sein même de la mise en scène de l'ours. Je veux dire, rien que dans l'esthétique, c'est flagrant. Et ça va nous permettre de nous pencher sur un gimmick de mise en scène de Jean-Jacques Hano, le zoom. À une époque où tout le monde, à part peut-être Quentin Tarantino, s'accorde à dire sur le fait que le zoom avant, c'est moche, Jean-Jacques Hano apparaît comme le seul réalisateur à savoir les utiliser correctement, puisque même dans son dernier film, Le Dernier Loup, ça passe crème. Prenons cette scène, juste avant que les deux ours ne se rencontrent. Le réalisateur filme d'abord le grizzly en train de marcher, puis effectue un zoom de bâtard sur une montagne située à bien 200 mètres en face, pour focaliser notre attention sur l'ourson qui est en train de le suivre. En un seul plan, ce gros malade réunit l'espace, le temps et l'action. Ce n'est pas le seul héritage venant du nom de la rose qu'on peut retrouver dans l'ours. On retrouve dans le film les mêmes sonorités, à base de notes graves et lancinantes, accompagnées de quelques notes cristallines. Le film se focalisera également beaucoup sur les moments de silence, donnant presque un aspect documentaire à l'œuvre. Aspect documentaire qui entre en contradiction totale avec la mise en scène du réalisateur, qui brouille encore une fois la frontière entre réalité et fiction. À ce propos, dans son ouvrage L'univers de la fiction, Thomas Pavel, célèbre théoricien de l'image, explique qu'on observe actuellement une tendance qui consiste au cinéma comme ailleurs à réduire la frontière qui sépare réalité et espace fictionnel. Avec l'ours, on se retrouve devant une œuvre hybride qui nous déstabilise en brouillant nos repères. Ce qui est encore une fois appuyé par le processus d'humanisation de l'ourson. D'ailleurs, si vous avez vu le film, un détail vous a peut-être mis mal à l'aise. Non, on n'a pas fait de montage, le réal, dans sa volonté d'humaniser l'animal, et pour un souci de clarté, a été jusqu'à faire doubler l'ourson par un enfant. Et heureusement pour nous, on n'a pas eu le droit à ça. Dans cette optique d'anthropomorphiser l'animal, les rêves, comme on l'a vu plus tôt, occupent une place très importante.
Ils ont d'ailleurs été réalisés non pas par Jean-Jacques Hano, mais par Bretislav Pojar, qui de par leur psychédélisme horrifique, casse complètement avec le réalisme du film, tout en leur apportant une âme et une ambiance. Donc ce film nous montre bien à quel point l'ambiance sonore et visuelle est primordiale dans le processus narratif. En bref, que Jean-Jacques Hano ne nous prend pas pour des blaireaux. Mais voilà, c'est ça. Oui, mais oui, c'est ça. C'est bien ça. Jean-Jacques Hano nous prend pour des blaireaux. Enfin, je veux dire des animaux. Ce n'est pas l'empathie que j'avais pour les ours qui m'a traumatisé. C'est simplement le fait que le film nous montre quelque chose que l'on n'aime pas voir. Jean-Jacques Hano souligne la bestialité de l'homme par rapport à l'humanité des bêtes. Ainsi, l'humanité devient plus bestiale et la bestialité plus humaine. En gros, et pour faire simple, l'homme devient la bête et la bête devient l'homme. En renversant les rôles dans le film, le réalisateur crée le malaise. Cela nous renvoie directement à la figure du monstre ou encore au concept de la vallée dérangeante. En robotique, un robot est créé dans le but d'imiter l'homme et ses comportements. Mais dès lors qu'il nous ressemble trop, chacune des imperfections du robot, qui nous rappellent les nôtres, nous paraissent monstrueuses. Le réalisateur a appliqué ce concept aux ours. Bon, même si physiquement, les ours ne nous ressemblent pas vraiment. Quoique. C'est fou comme un film divertissant et familial, selon les dires du cinéaste, peut brasser autant de thèmes et jouer à ce point avec notre cerveau. L'ours s'est installé dans mon inconscient et ne l'a jamais quitté. Et c'est ce qui nous a conduit à ce petit incident en début de séance. D'ailleurs, veuillez m'excuser, docteur, je me suis un peu emporté en vous étranglant si violemment. Ça se reproduira plus. Enfin, j'espère. Depuis tout ce temps, depuis que je dois avoir 7 ou 8 ans, je me demandais ce qui me mettait tant mal à l'aise devant ce film. C'est tout ce jeu d'inversion qui m'a marqué. Je vais enfin pouvoir me concentrer là-dessus pour me soigner. Je crois que vous êtes un génie, docteur. Et je pense que vous allez me voir encore souvent pour d'autres séances. Mais de quoi avons-nous plus peur, Karl? De la bestialité qui réside en chacun de nous? Ou de l'humanité dont fait parfois preuve la nature?